des expulsions de logements. Et de manière encore plus restrictive, ce dont je vais vous parler, c'est des expulsions de logements des locataires pour non-paiement de loyer. Alors, les expulsions de propriétaires existent, bien sûr, mais globalement, on parle de 1500 expulsions de propriétaires, et même pendant la période de la crise des subprimes, ça n'a pas beaucoup augmenté, on est monté à 2000. Par comparaison, en matière d'expulsion locative, de locataires, pour non-paiement, uniquement pour ce motif-là, on parle au minimum, depuis les années 80, d'un volume contentieux qui oscille entre 30 000 demandes déposées et 50 000 demandes chaque année. Donc, pour vous donner une idée, c'est au Québec 100 demandes par jour, 100 à 130 demandes déposées par jour pour expulser un ménage de locataires. Et il y a 1,3 million de ménages locataires au Québec. Donc, on peut évidemment parler là, avec ce type de volume, d'un contentieux de masse. C'est une expression qui est généralement réservée au contentieux pénal ou au contentieux de l'immigration en France, mais on peut aussi le dire pour le contentieux locatif. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est vous présenter d'abord les enjeux sociaux liés aux expulsions. Donc, pour être plus précis, c'est vous présenter le volume du contentieux, le nombre d'expulsions finalement réalisées, les causes, les conséquences, les catégories sociales, etc. Cette mise en contexte, qui est un peu éloignée généralement des préoccupations traditionnelles des juristes, notamment civilistes, me semble absolument indispensable si on veut comprendre ce que signifie de rendre chaque année 30 000 à 50 000 demandes, un jugement portant sur l'expulsion de locataires. Dans un deuxième temps, ce que je voudrais faire, c'est, la question qui me préoccupe, qui me préoccupait au départ, c'était de comprendre comment en pratique le système judiciaire québécois, dont tous les rapports s'entendent pour dire qu'il est surchargé, en sous-effectif, où les délais sont intenables, intolérables avec le ministère de la Justice lui-même. En fait, comment ce système judiciaire arrive à gérer un tel volume de demandes chaque année. Alors, je vais donc vous présenter, pour vous expliquer cette procédure, le droit, donc la procédure, et je vais vous montrer que c'est entendu et géré dans un temps record, en termes de temps judiciaire, bien entendu. Les personnes qui sont préoccupées, tout ça déjà trop long, mais c'est un temps record. Mais ce que je souhaiterais défendre comme hypothèse dans cette deuxième partie, puis tout au long de ce travail, c'est que cette efficacité, c'est pourquoi c'est efficace, cette efficacité en tout cas du contentieux repose en contrepartie sur un droit et une procédure qui occulte complètement le vécu, la réalité des locataires. Il s'est organisé de facto ou de droit pour occulter ce vécu. Peut-être pour être plus précis dès maintenant, ou pour dire maintenant ce que je devrais dire à la fin, je vais essayer de montrer que le droit et la procédure occultent complètement les causes du non-paiement, donc la perte d'emploi, la réduction des heures de travail, le retard dans le versement de prestations, le refus du propriétaire d'encaisser les chèques, le refus du propriétaire de faire les travaux, etc. Toutes ces causes sont occultées. Mais également, il peut être, de manière tout aussi préoccupante, c'est les conséquences de l'expulsion qui sont complètement occultées de la procédure. Donc les conséquences, j'y reviendrai, mais on parle évidemment de maladies, d'appauvrissement, problèmes de santé mentale, de scolarisation des enfants, etc. Alors pour appuyer mon propos, et dans un dernier temps, je vais revenir sur trois éléments qui me semblent particulièrement importants pour comprendre cette occupation du vécu des locataires. Ces trois éléments, c'est tout d'abord l'absence des parties aux audiences, ensuite c'est l'absence de représentation par avocat, et une dernière chose, c'est l'impossibilité légale pour les magistrats d'accorder des délais. Alors pour parler en juriste, cette fois-ci, j'essaierai de montrer que les principes de la responsabilité civile, donc le respect des obligations contractuelles, s'imposent en dehors de toute considération d'ordre public, d'ordre social. Alors, concernant l'enjeu du droit des expulsions, comme je vous l'ai dit, c'est très peu traité. Mais par contre, c'est au Québec, je pourrais vous lister les auteurs, mais par contre, c'est une préoccupation très forte aux Nations Unies. Le rapporteur spécial des Nations Unies, il y a un rapporteur spécial sur le droit au logement qui traite spécifiquement des expulsions forcées. C'est une vraie préoccupation, notamment dans les grandes villes, notamment occidentales, mais dans les grandes métropoles, les villes globales, pour reprendre une expression connue. Et c'est surtout c'est relativement peu une préoccupation des associations locataires, même si en pratique c'est ça qu'elles gèrent, mais il y a peu d'écrits. Mais c'est par contre une préoccupation majeure des associations des propriétaires. Et là-dessus, elles multiplient les communiqués, les projets de loi, les rapports parlementaires, les interventions publiques. C'est
pour les associations un enjeu majeur, notamment parce que la perte d'argent serait considérable. Alors, ils ont fait des études, des chiffres en milliards, la perte de profit. Et elles estiment concrètement, je prends un rapport de 2002, mais il n'y en a pas eu d'autres depuis, à ma connaissance, un processus complet d'éviction ferait perdre aux propriétaires entre 3 à 4 mois de loyer au minimum. Et donc, ce qu'elle dénonce dans ça, c'est la surprotection du locataire, c'est comme ça qu'elle parle. Je prends des expressions, elle déclare la guerre aux mauvais payeurs, c'est le terme que je retrouve. Elle lance des avis de recherche publics, comme dans l'ISPUC, pour chercher les mauvais payeurs. Et donc, également, leur objectif, c'est l'abolition de toute mesure d'ordre public, l'abolition des indices publiés par la Régie du logement sur le contrôle des loyers, c'est l'accélération des procédures d'expulsion. Bref, elles demandent, pour leur part, par contre, elles expliquent que la crise du logement repose en grande partie sur cette surprotection du locataire et demandent la suppression de toute mesure d'ordre public qui aurait pu être mise en place, donc le retour à une liberté contractuelle et au libre marché sur le processus d'expulsion. Et là où on ne peut être que d'accord avec les associations de propriétaires, c'est qu'effectivement l'enjeu est majeur, mais pas seulement d'un point de vue financier ou en termes de perte ou de profit. Si l'on exclut les infractions pénales, les différends, de manière générale, entre propriétaires et locataires sont certainement le tout premier enjeu de contentieux judiciarisé au Québec. Pour être très concret, la Régie du logement, qui a compétence pour entendre l'ensemble de ce contentieux, elle entend en gros 70 000 demandes. Il y a 70 000 demandes qui sont déposées chaque année. Juste à titre de comparaison, quelque chose d'aussi important que la Commission des normes du travail reçoit environ 30 000 plaintes. La Cour supérieure en matière de divorce ou d'affaires familiales reçoit 30 000 plaintes. La Cour des petites créances, 10 000. Donc, c'est un contentieux qui est presque sans comparaison. Et la particularité de ce contentieux, c'est qu'il est centré sur un tout petit nombre d'enjeux. Tout d'abord, c'est à 90% un contentieux qui est porté, la Régie traite à 90% des demandes qui sont déposées par les propriétaires, soit parce qu'ils sont obligés, soit parce qu'ils en font la demande, 90%. Mais c'est un contentieux aussi qui porte dans l'immense majorité sur un problème particulier, l'expulsion. Il y a plein de motifs d'expulsion, mais il y en a 45 000 qui portent minimum. 45 000 minimum sur l'expulsion en lien avec le paiement du loyer. Que ce soit retard depuis plus de 3 semaines, et revenir, ou des retards fréquents. Donc, ça, c'est les motifs d'expulsion. Il y a d'autres motifs d'expulsion. Il y a des motifs, par exemple le harcèlement, le voisinage, la distance physique, etc. Donc ça représente environ 4 000 demandes pour situer le dossier. Puis il y a d'autres préoccupations, des expulsions qui sont autorisées alors même que le locataire n'a commis aucune faute, donc de l'expulsion sans faute. C'est quelque chose qui préoccupe beaucoup les associations de locataires, notamment avec le phénomène de gentrification, c'est les expulsions pour reprise du logement, quand le propriétaire achète un logement, il veut placer sa fille ou s'y installer, ou encore pour l'éviction pour agrandissement ou changement d'affectation. Mais globalement, donc, ce qu'il faut retenir pour notre objet ici, c'est qu'il y a au moins 45 000 demandes déposées à la Régie pour le non-paiement de loyer. Alors c'est considérable, évidemment, c'est comparable à ce qu'on peut trouver en Ontario. C'est globalement les mêmes chiffres, et il y a un pourcentage de locataires à peu près équivalent. Aux États-Unis, donc là il y a un peu plus de données. Dans certaines villes, le contentieux est beaucoup plus important, dans les villes pauvres comme Baltimore, comme Milwaukee, comme Louisville. Là il y a vraiment beaucoup plus de contentieux. Mais par contre c'est 8 fois supérieur au contentieux, en pourcentage, 8 fois, pour revenir sur les chiffres, mais 8 fois supérieur, et 8 fois plus de demandes en pourcentage au Québec, par exemple, qu'en France. Donc, mais il reste que c'est un contentieux aussi majeur en France pour d'autres raisons. Alors la question qui se pose, c'est que c'est pas parce qu'on fait une demande qu'il y a une expulsion. Et alors, ce qu'on se pose comme question, c'est de savoir, en fait, combien il y a eu d'expulsions. Et là-dessus, on n'a absolument aucune donnée. Vraiment, au Québec, on ne sait pas. La seule chose que je peux vous dire ici, c'est que dans les jugements analysés, nous on a vu que pour non-paiement, quand vous déposez votre demande, 100% se traduisait par une ordonnance d'expulsion. Et ça ne veut pas dire que la personne est expulsée. Les propriétaires peuvent se déplacer à l'audience pour obtenir un jugement et ensuite négocier avec leurs locataires. Et puis les locataires ont toujours la possibilité, évidemment, c'est une procédure, de payer le loyer à l'audience. Elles ne sont pas expulsées. Mais globalement,
il y a vous déposez votre demande, vous obtenez un jugement d'expulsion. Mais on ne sait pas du tout comment il y a de personnes expulsées. Ce qu'on sait en revanche, c'est que toutes ces statistiques sont largement sous-évaluées, dans des proportions considérables. C'est que tout ça ne couvre qu'une partie des expulsions. D'une part, du nombre de personnes expulsées. D'une part, quand on parle de statistiques en termes d'expulsion, on parle du locataire dont on a résilié le bail. Mais on ne parle pas du fait que le locataire, il habite généralement pas seul. Plus de 50% des locataires habitent avec au moins une autre personne, 2, 3, 4. Donc, vous pouvez déjà multiplier minimalement par 2 ce volume de personnes, ce nombre de personnes qui sont concernées. Mais plus encore, c'est que ce dont on ne sait pas, c'est le nombre d'ententes plus ou moins contraintes, des fois plus de battes de baseball, on a des anecdotes là-dessus, d'ententes conclues entre le locataire et le propriétaire pour quitter le logement. Alors il y a une étude qui est l'étude la plus riche, alors évidemment c'est dans un autre contexte, hein, mais je me sens obligé de la citer, j'en ai pas d'autres, qui a été réalisée à Milwaukee et qui montre qu'en fait les expulsions légalement autorisées ne représentent que 24% des cas. Dans le reste des cas, c'est soit des contraintes, des ententes avec les propriétaires, soit des démissions ou des sélections. Alors je termine avec les données chiffrées, je sais que c'est un peu rébarbatif, mais je vais les mettre en contexte. Mais si on applique, si c'est applicable, si par effet d'homologie, on pourrait dire que c'est applicable au Québec, ce qui n'est pas certain du tout, mais en tout cas on peut minimalement dire et affirmer, je pense sans trop se tromper, qu'il y a au moins une centaine, voire plusieurs centaines de milliers de personnes qui chaque année au Québec sont concernées par un avis d'expulsion. C'est-à-dire qu'elles sont expulsées, mais qui sont concernées par un avis d'expulsion. Alors, maintenant, comment se déroulent les expulsions? On n'a pas beaucoup de données là non plus, mais ce qu'on a par rapport aux autres études, c'est que généralement, les locataires qui reçoivent un avis d'expulsion quittent spontanément, entre guillemets, une fois le jugement rendu, le logement. On connaît aussi le nombre de fois où les propriétaires ont eu recours aux voies d'exécution forcée, le nombre de fois où ils ont demandé un bref d'expulsion, c'est-à-dire quand le locataire est resté dans le logement et qu'il ne veut pas quitter le logement et que le propriétaire fait appel à l'huissier ou aux forces de l'ordre pour le sortir. On sait qu'au Québec, il y en a 4000 environ, enfin la Cour du Québec ne publie quasiment aucune statistique, c'est un vrai problème, mais c'est une enquête journalistique qui a montré qu'il y avait 4000 brefs d'expulsion environ par an en moyenne. On sait également qu'il y a aussi encore une enquête journalistique que la réalisation de l'expulsion est particulièrement tendue et expéditive. On sait qu'un journaliste a montré qu'une compagnie de déménagement peut effectuer 7 à 8 expulsions par quart de travail en 8 heures. On sait aussi que c'est particulièrement violent. Le responsable de cette compagnie de déménagement rapportait ainsi, je cite, qu'une personne sur 10 est agressive et essaie de frapper l'huissier. Quand ça devient trop intense, on appelle les policiers. Toujours dans cette enquête, le président de la Chambre des huissiers de justice du Québec évoquait des menaces de mort, des attaques à l'arme blanche, à la machette, et il concluait. C'est une question logique aussi. La personne, on l'agresse, on lui enlève son poids. Aux États-Unis aussi, il y a une étude passionnante réalisée par une sociologue sur les travailleurs qui réalisent ces expulsions et qui montre que ce sont les personnes les plus pauvres, les catégories sociales les plus pauvres, qui travaillent dans cette compagnie de déménagement, qui expulsent ces personnes les plus pauvres. Donc il y a un cycle de dépossession, un discours et aussi des pratiques entre pauvres qui se perpétuent. Ça mériterait à mon avis d'être davantage posé. Mais c'est le seul donné que j'ai sur la réalisation concrète des expulsions. Alors sur les personnes concernées, là encore les données sont exceptionnelles, il n'y a rien au Québec, d'après moi. Il y a eu 2 études qui ont été menées en Ontario par Lapointe en 2004 et McDonald en 2009 et 2010. Pour aller à l'essentiel, on sait que les personnes qui sont expulsées sont majoritairement des personnes seules, la catégorie entre 25 et 44 ans, dans la moitié des cas de nationalité étrangère. On sait aussi, grâce à l'étude de McDonald de 2011, que la grande majorité d'entre eux travaillent, contrairement à ce qu'on pourrait croire, mais travaillent tous dans des emplois précaires, essentiellement dans le secteur de la domesticité ou du service. Enfin, au Québec, je mentionne une étude qu'on a réalisée avec une collègue, Marie-Claude Plessis-Lélaire, sur les autochtones, et on s'est rendu compte en tout cas que certaines catégories autochtones étaient particulièrement ciblées, au point que c'est complètement surréaliste. Là, je parle du Nunavik, donc c'est au nord du Québec.
Il y a 11 000 Inuits qui habitent là-bas, il y a 2400 baux qui appartiennent tous au gouvernement du Québec. Et chaque année, donc 2400 baux, chaque année, la Régie de logement rend entre 500 et 1000 jugements d'expulsion. Alors que toutes les données sont unanimes pour dire que les Inuits sont logés dans des conditions absolument déplorables où il manque une partie de l'année de l'eau, ils sont en surpeuplement, enfin bref, ils sont donc exposés en tout cas de manière dramatique aux exécutions. On sait aussi que tous ces jugements n'étaient pas exécutés, mais par contre que depuis 2010-2011, le gouvernement du Québec a décidé de cibler quelques personnes, donc ils expulsent entre 5 et 10 ménages par an depuis 2011. On ne sait pas où vont ces personnes par contre, puisqu'il n'y a pas de logement. Enfin, compte tenu des données disponibles sur le mal-logement au Québec, on sait que le problème, on peut faire l'hypothèse en tout cas, et sur les données sur le mal-logement, mais aussi sur le travail, où les femmes gagnent toujours moins de 20% de moins que les hommes, on peut faire l'hypothèse que le phénomène est tout à la fois particulièrement sexué et racisé. Par exemple, aux États-Unis, donc un autre contexte, j'en conviens, mais je cite une étude très riche, a montré la surexposition des femmes noires, en particulier dans les quartiers les plus pauvres, au point où l'auteur faisait l'hypothèse que l'expulsion des femmes noires, l'expulsion est aux femmes noires ce que l'incarcération est aux hommes noirs. On sait tous que, en tout cas aux États-Unis, il y a une surreprésentation des noirs dans les prisons. Toujours sur les catégories sociales cette fois-ci, mais qui procède aux expulsions? Et là, c'est le grand flou. Vous voyez, sur les autres choses, on a un petit peu des données, mais là, on ne sait pas à qui appartient le parc locatif au Québec. Donc on ne sait pas qui procède aux expulsions. La seule étude dont on dispose, c'est une étude de 2002 de Dansero et Merchoco, qui nous apprend que 60% des logements, qui révèlent minimalement que 60% des logements locatifs sont possédés par des propriétaires qui possèdent eux-mêmes déjà 5 logements. Je n'ai pas plus de données, je ne peux pas vous dire à qui ça appartient, quelle est l'économie politique du logement au Québec, je n'ai aucune donnée. Et c'est un vrai problème, je crois, parce qu'on a toujours cet imaginaire du trottier propriétaire d'un duplex qui a économisé toute sa vie, mais de ce qu'on voit souvent à la Régie du logement, c'est beaucoup de représentants, notamment de représentants de compagnies, et de grosses compagnies. Et je pense que si on n'a pas ces données, c'est très difficile pour le législateur de réglementer le droit du logement pour faire un état des rapports de force. Dernier point sur le contexte social, c'est sur les conséquences. Là encore, c'est quelque chose qui est dans l'angle mort. Il y a la direction de la santé publique au Québec qui commence à faire des travaux passionnants, mais on sait, si on prend les études à l'étranger pour le moment, que ça entraîne forcément des problèmes de santé, notamment des problèmes de santé mentale. Il y a une étude qui a montré les conséquences dramatiques sur la santé mentale des femmes, notamment des femmes enceintes. On sait encore que les personnes qui sont expulsées vont dans des quartiers encore plus défavorisés, et bien qu'elles aillent dans des quartiers encore plus défavorisés, elles payent dans au moins 60 à 70% des cas un loyer équivalent ou supérieur. On sait enfin que d'être expulsé augmente les chances de perdre le travail, alors qu'on pense que c'est souvent l'inverse, que c'est la perte de travail qui va perdre le logement. Mais en fait, c'est les deux qui se cumulent. Et on sait enfin que quand vous êtes expulsé d'un logement social, vous ne pouvez plus être hébergé dans un logement social pendant au moins 5 ans. Donc ça fait en sorte que vous vous retrouvez évidemment. Alors c'est dans ce contexte que le RECLAC m'a contacté pour faire une recherche sur. C'est une recherche beaucoup plus large sur la preuve et la procédure devant la Régie du logement. Alors on a déposé une demande de subvention au service aux collectivités du CAM qui nous a donné $8 000. Et moi j'ai obtenu un dégrèvement de 45 heures de cours au mois de janvier dernier. Alors j'ai dû faire des choix, je ne pouvais pas examiner l'ensemble du contentieux, c'était complètement surréaliste, mais on se plonge souvent dans les demandes de subvention. Et j'ai décidé de me concentrer sur le phénomène des expulsions. Deux aspects, donc le phénomène des expulsions pour non-paiement de manière générale et les expulsions sans faute, dont je vous parlais, les refuges et les évictions. Là, je vais juste vous parler des expulsions pour non-paiement. Donc, je vous parle des 45 000 dossiers. Alors, sur la méthodologie, je vais très vite, mais on a analysé des centaines de jugements, on a évidemment la revue de la littérature, et on a observé, grâce à l'aide de participants des comités logement,
plus de 130, on a observé plus de 130 audiences à Montréal, mais aussi à Sorel, Beauharnois, Québec, Victoriaville, etc. Donc, et pour le travail, pour la recherche, j'ai bénéficié de l'aide de deux étudiants, Julie Brunet et Richard Alexandre Lanier, qui sont en grève, autrement ils seraient probablement ici avec moi. Concernant donc le droit applicable, je veux juste vous montrer que c'est une procédure expéditive, même si, d'après ce que j'ai pu comprendre, je ne suis pas du tout un spécialiste, mais je serais curieux d'avoir vos retours, en Ontario, c'est encore plus expéditif. Alors pourquoi c'est une procédure expéditive? C'est que ce contentieux apparaît tellement important pour l'administration judiciaire québécoise qu'elle a dérogé aux règles de mise au rôle. C'est-à-dire qu'elle a créé, quand vous déposez votre demande, elle est, c'est normal, dans certains tribunaux, elle est classée selon l'urgence, mais le non-paiement, le fait que vous n'ayez pas payé, est considéré comme une urgence absolue. Donc, concrètement, vous êtes dans un silo où votre cause va être entendue en moyenne en 1 mois et demi, donc en 45 jours. Ça, c'est ça les données. Juste pour la comparaison, on pourrait les développer avec des étudiants de l'UQAM, on a montré qu'en revanche, si vous vous plaignez en tant que propriétaire ou en tant que locataire, de la présence de moisissures qui est, lui, considéré comme un problème de santé publique, là, il faut attendre 2 ans et 2 mois pour que votre cause soit entendue. Mais ça, c'est sur la mise au rôle. Mais le droit est également expéditif. C'est très simple, très facile, c'est très agréable d'enseigner ça. Vous êtes en retard de 3 semaines dans le paiement de votre loyer, votre propriétaire peut déposer une demande le 23e jour, en fait, en pratique, et une fois qu'il est déposé, si vous faites la preuve de la faute, donc du non-paiement, le régisseur, là je cite la Cour suprême du Canada, n'a pas le choix, il doit résilier le bail, il ne jouit d'aucune discrétion. Alors, pour expliquer concrètement ce que ça veut dire, c'est que s'il constate que 2 $, on a trouvé des cas où il manquait 2 $, s'il constate qu'il y a 2 $ qui manquent, il n'a pas le choix, il doit résilier le bail. Si vous pouvez plaider l'insalubrité, l'absence de chauffage, que vous avez été victime d'un vol, n'importe quoi, il n'a pas le choix. Il y a 2 exceptions, c'est d'inverser donc, le régime de la responsabilité civile, donc inverser la faute. Est-ce que c'est de sa faute si vous n'avez pas, s'il n'a pas été payé, donc aller prouver une faute d'un propriétaire qui a refusé délibérément d'encaisser un chèque, par exemple, c'est vraiment pas évident. Moi, je l'ai jamais vu, mais ça arrive quand même parfois. L'autre solution, c'est de payer au moment de l'audience, ou entre l'audience et la date de jugement. Ça aussi, ça arrive, parce que les gens qui risquent de perdre leur travail, ils empruntent comme ils peuvent pour pouvoir payer. Mais à l'inverse, le magistrat ne peut accorder aucun délai au locataire. C'est-à-dire, il résilie le bail automatiquement et il ne peut donner aucun délai. Il peut, même toujours à l'inverse, accélérer la procédure. Et ça, c'est dans l'immense majorité des cas. Donc là, je ne sais pas les statistiques, mais c'est plus de la moitié des cas. Il va ordonner une exécution provisoire. C'est-à-dire, il va dire, au lieu d'être expulsé à la fin du délai d'appel de 30 jours, tu vas être expulsé dans les 11 jours. C'est ça le plus souvent. Mais ça peut être aussi le premier jour, si ça arrive. Des fois, c'est le premier jour. Et non seulement donc c'est une procédure expéditive, mais pour aller encore plus vite, et puis pour réduire les coûts, le jour de l'audience, le jour où vous êtes convoqué, le greffier, qui n'est pas un greffier, qui est des fois un gardien de sécurité, va classer les demandes selon la présence ou non des locataires. Alors, je peux vous dire dès maintenant, dans la grande majorité des cas, les locataires ne se présentent pas en matière de contentieux de logement. Toute une pile est mise sur le côté pour des audiences spéciales qui vont être confiées non pas à un magistrat, à un régisseur, mais à un greffier spécial. Alors, je n'ai pas très bien compris, là, si vous avez plus d'informations que moi, qui sont ces greffiers spéciaux. Je peux juste vous dire, je regarde dans la loi, mais ils sont, dans le décret, ils sont nommés par le président du tribunal et je ne connais pas les exigences universitaires, par exemple. Et donc, c'est des régisseurs qui vont récupérer le contentieux. Ce qu'on sait, c'est qu'un régisseur, en 3 heures d'audience, donc dans un rôle, doit, et c'est loin, c'est-à-dire sous peine de sanction, il y a des dossiers au Conseil de justice administrative, doit régler en 3 heures entre 100 et 120 dossiers. Je vous laisse calculer combien ça fait à la minute pour chaque dossier. Donc les audiences sont quelque chose de complètement surréaliste, où quand moi je faisais les observations, les greffiers ou les greffières n'étaient pas très à l'aise de voir quelqu'un observer, puisque
c'est complètement surréaliste. Alors comment ça se passe? La greffière est dans son bureau, dans la salle d'audience. Elle a un micro, elle appelle 3 ou 4 causes en même temps. Là, les propriétaires, ou le plus souvent en fait, les représentants des propriétaires se présentent. C'est tout le temps la même procédure. Donc ils sont assermentés, on demande s'ils ont un mandat, s'ils ont un bail, le montant des loyers dus et pour quel mois. Le propriétaire ou le représentant y répond oralement, sans fournir aucun document, autre que le bail, aucune pièce n'est demandée. Et donc, le régisseur, le greffier rend son jugement. Et si, souvent, enfin ça je l'ai constaté, souvent si les représentants oublient de demander par exemple les frais judiciaires. Alors c'est $79, on peut se dire que c'est pas grand chose, mais c'est quand même, j'ai calculé tout à l'heure, c'est à peu près une journée à temps plein au salaire minimum. Donc s'ils oublient de demander les frais judiciaires, donc $79, c'est quand même monté à $80, ou s'ils oublient de demander l'exécution provisoire, il arrive que le greffier ou la greffière demande s'il ne souhaite pas les frais judiciaires et l'exécution provisoire. Alors, peu importe, le problème, à mon avis, porte surtout sur la preuve. Certes, alors en droit, la bonne foi se présume, mais là, on a une inversion complète de la charge de la preuve. Il n'y a aucune preuve à apporter, c'est tout à l'oral. Alors c'est facile, dans ces cas-là, de régler les audiences en 2 minutes. En gros, c'est le temps qui est chronométré, c'est 2 minutes par dossier. En revanche, quand les locataires sont présents, d'après nos données, c'est dans 30-40% des cas, les régisseurs, eux, doivent, donc c'est confié à des régisseurs, et les régisseurs doivent traiter 15 à 20 dossiers en 3 heures, donc environ 10 minutes par audience. C'est exactement le même déroulement, sauf que, à la fin des questions, le régisseur se tourne vers les locataires, il demande « Est-ce que vous reconnaissez devoir les sommes ?» Et dans presque tous les cas observés, les locataires disent oui, je reconnais que je dois des sommes. Ils commencent à hésiter, ils disent mais c'est pas $2000, c'est $1500. C'est très rare qu'ils contestent l'ensemble des montants, mais quand ils contestent les montants, le régisseur leur demande est-ce que vous avez des preuves. Ils n'ont jamais de preuves, dans ce que j'ai vu très rarement. Des anecdotes, je peux en parler, mais globalement ils n'ont pas de preuves. Et du coup, le régisseur se retourne vers eux et leur dit « vu que vous avez confirmé, et en l'absence de reçu, le régisseur leur explique qu'en vertu de la loi, il est tenu de résilier le bail. » Donc il leur dit ça, et à la fin, quand même, parce que ça fait violent, ils demandent s'ils ont des questions aux locataires. Et c'est seulement à ce moment-là qu'on commence à comprendre les causes du non-paiement et les raisons de leur déplacement au tribunal. Alors ils font valoir, par exemple, l'absence de travail, des difficultés financières, le nombre de cas où ils disent ben voilà, mes prestations de CSST ont été divisées par 2. Ils font valoir aussi que le logement est insalubre, que le propriétaire ne peut pas faire les travaux, qu'il y a de la vermine, qu'il y a, je peux vous raconter plein d'histoires sur la situation qui est réellement vécue par les locataires. Mais là, qu'est-ce qui se passe? Le régisseur, bon, vous expliquez qu'il y a beaucoup de dossiers à traiter. Les interrompt très rapidement et il leur dit ce n'est pas l'objet du contentieux ici, vous avez d'autres cours pour faire valoir vos droits, ce n'est pas la question, en sortant vous pouvez vous renseigner sur vos droits, vous auriez dû vous poser une demande, et cette intervention coupe court généralement à toute tentative d'explication sur les causes du non-paiement, et là on constate l'incompréhension totale des locataires qui sont déplacés, qui ont attendu 3 heures dans la salle d'audience, qui ont perdu déjà une demi-journée de travail pour se déplacer, et qui disent mais, et puis on leur fait comprendre très rapidement, plus ou moins fermement, qu'ils doivent sortir et que on passe à l'affaire suivante. Alors, même là pour l'anecdote, mais l'audience est à ce point expéditif que les locataires ne comprennent même pas qu'ils doivent sortir de l'audience et de la salle d'audience, et le régisseur est obligé des fois de s'énerver en disant non, vous sortez, et là, pas tout le temps, hein, mais ça arrive ce genre de situation relativement fréquemment. Ce que j'essaye de dire ici, c'est que les causes du non-paiement, je crois que j'ai été très clair, ne sont absolument pas des questions d'intérêt juridique lors de ces audiences, mais les conséquences de l'exécution, savoir ce que vont devenir ces familles, n'est pas non plus une question de débat. Donc,
Très concrètement, la notion même de dignité humaine, qui est un principe fondamental, un droit fondamental, ne fait pas l'objet d'attention particulière dans ce contentieux. Alors, je voudrais revenir ici sur 3 enjeux un peu juridiques, et on m'avait dit qu'il y avait des avocats ou en tout cas des gens qui pourraient s'intéresser, donc je voudrais revenir sur 3 éléments qui me semblent importants et sur lesquels il me semble important de réfléchir. La première chose, c'est pour comprendre cette occupation et puis peut-être pour espérer, si on croit en tout cas aux vertus du principe du contradictoire, je crois que c'est un principe de science naturelle, si on dit que c'est important ce principe et qu'il a du sens, je pense qu'il faut se poser d'abord la question de savoir pourquoi les parties sont absentes aux audiences. Alors je vous l'ai dit, moi c'est presque les 2 tiers des cas où ils étaient absents, les jugements qu'on a analysés. C'est pareil dans tous les autres pays, à peu près. Mais on a très peu de données là-dessus. Alors pourquoi on a peu de données? C'est que, évidemment, il est particulièrement difficile de rentrer en contact avec les personnes qui ne se présentent pas aux audiences. On ne peut pas essayer de comprendre pourquoi elles ne sont pas là. Alors il y a des travaux, qui commencent à avoir un peu de bruit là, mais c'est des travaux sur le non-recours. Donc eux, ils se sont penchés, le non-recours aux droits et aux prestations. Donc il y a tout un courant qui s'intéresse à ces questions et qui parle de locataires démobilisés, qui parle de locataires, qui dit que la participation limitée aux audiences reflète impuissance et désespoir, épuisement face aux défis et démoralisation face à la pauvreté. Il y en a d'autres qui s'intéressent davantage à la névrose du litige, ou en anglais, il y en a qui ne connaissent pas l'expression, mais qui parlent de dispute shy. Ça, c'est des études qui ont été réalisées en Australie. Mais je pense que qu'ils ont bien fait leur travail, tout ça, je crois évidemment que ça participe à expliquer, mais je crois qu'on peut aussi déduire des études disponibles que les problèmes sociaux ou psychologiques n'expliquent pas tout, des locataires n'expliquent pas tout. Concrètement, et ça on le retrouve dans toutes les études qui ont été faites aux États-Unis, quand une procédure ne vous permet aucune marge de manœuvre, le jeu n'en vaut clairement pas la chandelle. C'est l'expression qu'on retrouve. Il y en a même qui disent, qui ont étudié, qui disent que vous vous déplaciez ou non, ça ne changera strictement rien. Certaines études avancent même l'idée que c'est une perte totale de temps que de se présenter devant le juge. A contrario, ou peut-être pour nuancer un peu ça, dans des pays où il y a une protection un peu plus poussée des locataires, où les locataires peuvent, par exemple, obtenir des délais, où on peut échelonner la dette, où on peut tenir compte de l'historique de paiement, etc. Les magistrats insistent sur le fait que pour eux c'est très important que les locataires, pas tous d'ailleurs, mais que c'est très important que les locataires soient présents pour accorder plus ou moins de délais, par exemple, ou faire une remise de vote. Mais ce qui me préoccupe, c'est si on se dit que c'est important cette présence au tribunal des parties, comment ça se fait que les tribunaux, quand on constate que 70% des gens estiment que ce n'est pas nécessaire de se déplacer pour venir écouter un juge, comment ça se fait qu'il n'y ait pas minimalement quelque chose qui ne coûterait pas cher, un renvoi par courrier, c'est ridicule, ça peut sembler ridicule, mais un rappel, mais je cite ça parce que ça a été mis en place dans différents tribunaux d'instance en France, et ça marche, c'est pas révolutionnaire, mais ça a un certain impact, et ça coûte, à mon avis, pas grand-chose par rapport à l'objectif de justice. Concernant l'absence de représentation par avocat, là, les chiffres sont affligeants, je dirais même scandaleusement bas. C'est moins de 10%. Même, je peux vous dire, sans trahir, j'espère, des résultats, mais dans les données qu'on a, c'est moins de 5% de présence par avocat. Et quand je dis que c'est scandaleux, c'est pas parce que je trouve ça injuste, etc. C'est que c'est scandaleusement bas, alors qu'au Québec, il a été établi, au moins dans le décision 98, que la loi sur l'aide juridique permettait, en cas d'expulsion, de bénéficier de l'aide juridique. On dit on n'a pas beaucoup de données sur les personnes qui sont concernées, mais on peut faire l'hypothèse que c'est les catégories sociales les plus pauvres ou les plus vulnérables, et donc elles auraient, dans l'immense majorité d'entre elles, droit à l'aide juridique. Alors comment expliquer cette absence de représentation par avocat alors qu'elles ont un droit à la justice gratuit compte tenu de leur revenu? Est-ce que c'est parce qu'elles ne sont pas informées? Est-ce que c'est parce qu'elles se déplacent au bureau d'aide juridique mais qu'on leur dit qu'on ne peut rien faire? Je pense qu'il y a une hypothèse qui mériterait d'être creusée encore, mais c'est que ce droit à l'avocat n'est pas automatique. Quand on regarde les communautés
le comité, la jurisprudence du comité de révision de l'aide juridique, le comité qui examine quand on vous a refusé l'aide juridique, vous pouvez faire appel devant ce comité, et on voit que en fait, on a changé complètement la logique. C'est plus un droit à l'avocat, mais c'est un droit selon les chances de succès. Or, je vous ai montré qu'il y a 0 chance de succès. Donc, évidemment, c'est un bon droit que on leur dit non, vous n'avez aucune chance de succès. Mais ce qui est important ici, c'est que là, on voit bien que le problème de la représentation par avocat n'est pas seulement, comme l'ont très bien montré Emmanuel Bernard et Richard Alexandre Daniel, un problème d'argent, mais là, c'est un problème de service public et de décision administrative qui fait en sorte qu'on prive et qu'on restreint l'accès à un droit qui était un droit fondamental dans les années 70, le droit à l'aide juridique. Et mon dernier point, c'est sur l'absence totale de possibilité de faire des ententes. Des ententes, en est même caricatural. On veut totalement occulter la partie, le témoignage des locataires. On ne veut pas la connaître. Et pour appuyer mon propos, 2 exemples. Le premier, c'est que, alors que la conciliation, la médiation, est actuellement présentée par le ministère de la Justice dans tous les pays du monde, comme la solution pour les engorger, comme la solution pour réduire les coûts, elle est exclue par décision administrative à la régie du logement en matière spécifiquement de non-paiement. En fait, elle est possible si le propriétaire en fait la demande. Mais ce n'est pas, évidemment, le propriétaire ne sera pas le premier concerné ou le premier volontaire à le faire. Alors que, par exemple, dans des procédures comme en France, qui pas que c'est bien, c'est juste un exemple, vraiment pas bien non plus, mais en France, le juge peut d'office parler de conciliation, accorder des délais, prévoir l'échelonnement de la dette. L'autre problème, pour appuyer ce propos, c'est qu'il est de toute façon impossible. Le magistrat peut écouter, peut se dire c'est horrible votre situation, je suis scandalisé, et je pense qu'ils le sont très souvent, mais ils n'ont aucune possibilité de tenir compte. Ni de la dette, du montant de la dette, ni de l'historique de paiement, ni de la longueur du bail. Donc les personnes qui sont là depuis 20 ans, qui ont toujours payé, mais qui n'ont pas pu payer à un moment donné, seront expulsées. Et même, et plus préoccupant, enfin tout aussi préoccupant, il ne peut même pas tenir compte du statut des parties, c'est-à-dire est-ce que c'est un propriétaire privé, est-ce que c'est un petit propriétaire, est-ce que c'est une multinationale, est-ce que c'est un HLM, je pense que pour appliquer le principe de proportionnalité, sans tenir compte de ces éléments, ça me pose quelques problèmes. Alors, très concrètement, cette impossibilité de prévoir des ententes, d'accorder des délais, s'inscrit, à mon avis, en plein dans la tradition civiliste du 19e et du 20e siècle, où, et là je reprends Pierre-Gabriel Jobin qui dit où le législateur était imbu de libéralisme économique, et où on refuse en fait le droit aux magistrats de s'ingérer dans les rapports contractuels des parties. Il s'agit de faire en sorte de faire primer systématiquement la volonté, tu as signé un bail, tu t'es engagé à payer, tu n'as pas payé, donc j'ai le droit de t'expliquer. Ce qui fait en sorte que c'est quasiment systématique. Alors, c'est ma conclusion. J'aimerais citer un extrait d'un article coécrit en 1998 par Marie-Claude Frémaux et Maurice Tancelin, et qui porte sur complètement autre chose, qui est le droit en matière d'indemnisation des victimes d'accidents du travail. Donc, ça n'a strictement rien à voir avec le contentieux locatif, a priori, mais ce qui les intéresse dans cet article, c'est l'émergence de normes d'ordre public. C'est comment on a réussi à imposer des normes aux employeurs et même aux travailleurs contre leur volonté en disant vous n'avez pas le droit de travailler 20 heures par jour, vous n'avez pas le droit de travailler dans des conditions insécures. L'employeur est tenu de vous garantir la sécurité au travail. Bref, de déroger à la volonté des parties, à l'égalité des parties. Et alors, au moment où ils étudient les jugements du 19e et du 20e siècle, ils disent ceci, avec le recul du temps, il est impossible de revoir toutes ces affaires sans développer le sentiment que le système de la responsabilité civile de droit commun était dans les faits un régime fort sophistiqué et savant de barbarie institutionnalisée contre les victimes. Il n'est pas facile d'employer ce terme de barbarie, mais si on lit attentivement les affaires de l'époque, on découvre que certains juges, conscients de la férocité des enjeux, ont eux-mêmes frôlé l'idée de près. Toute une étude reste à faire de la rhétorique développée par l'immense majorité des juges et des auteurs pour maintenir aussi longtemps un système de droit commun fondé sur des principes qui se révélaient, lorsqu'ils étaient confrontés à la réalité et sortis de leur univers d'abstraction rhétorique si manifestement inéquitable. Je crois que ces propos s'appliquent en plein au contentieux locatif. Il y a toute une étude à faire sur l'abstraction rhétorique développée par le législateur et les magistrats pour masquer tout à la fois des principes juridiques manifestement inéquitables
pour masquer les profits des propriétaires, mais également la barbarie institutionnalisée contre les personnes expulsées. Je vous remercie. C'est parfait. Merci beaucoup. Devant ces constats dramatiques, est-ce qu'il y a des questions? Oui? David, puis ensuite... Bonjour, merci pour cette excellente présentation. Étant un professeur qui enseigne les chartes que vous avez évoqué tantôt, l'article 4 de la Charte québécoise, le droit de dignité, moi je me demande, est-ce que vous avez vu des cas où il y a des tentatives de faire invalider ces dispositions réglementaires-là ou législatives sur la base, par exemple, du droit de la sécurité, qui peut être écrit corporel à l'article 5 de la Charte québécoise ou l'article 4 qui rappelle la dignité? Non, je n'ai pas regardé. En fait, pour être très sincère, là je découvre au fur et à mesure et j'essaie de trouver des outils ludiques et là je viens de... En lisant d'autres choses, je me disais comment ça se fait qu'on ne parle pas de la dignité humaine par rapport aux conséquences de l'expulsion. Mais non, c'est vraiment, j'aimerais bien qu'il y ait ça. Et puis les principes de droit administratif élémentaires, comme vous avez évoqué, le droit de moi je pense que ça vaudrait la peine, oui, évidemment, c'est à creuser. Moi je découvrais, mais voilà, j'ai dit la dignité humaine, mais je pense qu'il y a aussi plein d'autres articles de la charte qui mériteraient de... Peut-être la demeure est inviolable, j'en sais rien, mais non, je ne connais pas assez, je découvre. C'est possible qu'il n'y en ait pas non plus, parce que oui, non, ça ne se parle pas. Quand une personne expulsée commence à poursuivre, c'est un peu illusoire. C'est le genre de cas que la juridique ne devrait pas. Oui, ben c'est ça. Je suis d'accord, mais en tout cas, c'est une super bonne idée. Moi, je pense que faire travailler des étudiants là-dessus, ça serait bien. Oui? Je vais demander la solution sans passer par le politique. Si vous êtes d'accord, est-ce qu'il y a une volonté dans la classe politique québécoise d'apporter un changement? Est-ce qu'il y a des partis politiques qui en parlent? Est-ce que les législateurs se vont préoccuper? Je ne sais pas. Ce que je peux vous dire, c'est qu'il paraît, moi je ne suis pas du tout au courant, ni dans le secret des dieux, on m'a dit qu'il fallait que le rapport sorte rapidement, donc ça met une pression de travail supplémentaire, parce que... comment? Tu peux refuser. C'est trop compliqué. Parce qu'il y aurait une réforme actuellement de la régie du gouvernement. Mais jusqu'à preuve du contraire, je n'ai pas vu le gouvernement libéral en place promouvoir quoi que ce soit de progressiste, ou en tout cas de défense, non seulement des locataires et puis globalement des droits des travailleurs. Donc, je ne me fais pas d'illusions. Politiquement, est-ce que on m'avait consulté pour un Québec solidaire qui voulait protéger les expulsions contre les personnes âgées, parce que notamment les évictions, on avait réfléchi à différents mécanismes. Il y a une députée, Mme Poirier, du Parti québécois, qui avait l'air préoccupée par... Ça, c'est pas encore sorti, mais par les délais, la question des délais dont je vous ai parlé tout à l'heure, parce que cette question des délais est totalement indéfendable, c'est-à-dire de dire comment ça se fait que 2 $ passe avant un problème de moisissure, ça n'a absolument aucun sens. Donc c'est assez violent, mais même la régie a confirmé qu'il y avait un problème, mais non, vraiment. Et puis, pour répondre à... C'est Philippe, non? Pour répondre à ta question, Philippe, c'est... globalement, sur les expulsions, sur la question des expulsions, ça n'a jamais intéressé personne. Enfin, donc, à part les associations propriétaires. Je ne sais pas si je réponds. Oui. J'ai aussi une question relative à l'arrêt de la Cour suprême, parce qu'apparemment, tout se base sur une interprétation extrêmement stricte, c'est ça, ce que j'ai compris. Et donc, quel était le raisonnement de la Cour à ce moment-là? Précisément parce qu'on a d'autres normes qui seraient plutôt contradictoires, notamment sur la dignité, même des choses du droit international qui viendraient quand même défendre jusqu'à un certain point un droit à l'habitation minimale, qui ferait au moins permettre de balancer cette idée de volonté contractuelle. C'est ça qui me paraît fou, c'est est-ce qu'il n'y a pas moyen d'interpréter déjà cet arrêt de manière un petit peu moins radicale, ou est-ce que l'arrêt est super clair? Je ne sais pas, je ne connais pas cette jurisprudence. J'ai pas creusé, je peux donner la référence, j'ai pas creusé, enfin si je l'ai lu, mais il est très court, il était en fait c'est un jugement, un arrêt qui date d'avant l'adoption même de la régie du logement, qui visait à clarifier déjà quelques dispositions, notamment sur les retards fréquents, donc c'est un motif de résiliation pour mon paiement. Je ne peux pas te dire s'il y aurait quelque chose à creuser dans l'arrêt lui-même, mais par contre, les dispositions du Code civil sont limpides. Enfin, donc, je ne vois pas ce qu'on pourrait... enfin, pour moi, je ne sais pas comment contester une disposition du Code civil
est là depuis. Donc j'ai aucune idée de la méthode de contestation. À mon avis, évidemment, en droit international, on a des outils pour contester. L'histoire des chartes, ça permettrait, mais j'ai pas vu de moyen de. Tu vois, quand on arrive à la Cour suprême qui dit tu n'as pas le choix, tu constates la faute, tu n'as pas le choix. Oui, alors j'ai un peu d'expérience en fait avec les contentieux de masse jugés à la chaîne, mais évidemment en matière pénale. Mais évidemment, quand on se compare, on se console parce que même en matière de constat d'infraction jugé à la chaîne pour les personnes itinérantes, il y avait, on a trouvé quand même un certain nombre de portes de sortie, etc. Donc d'endroits où on pouvait faire des contestations. Mais justement, en me fondant sur cette expérience-là, je peux dire que ce qui a le mieux fonctionné, parce qu'il y a eu beaucoup d'avancées, on a donné des droits aux personnes itinérantes de pouvoir contester leur contravention, on a fait un moratoire sur l'emprisonnement prolongement d'amende. Alors je résume la situation rapidement pour dire que ce qui a le mieux fonctionné, ce n'était pas tant les arguments de charte qui auraient pu être aidés, mais qui dans les faits sont plutôt difficiles à concrétiser. C'était de travailler de concert avec les acteurs administratifs et judiciaires dans l'objectif de leur redonner de la discrétion. Et donc d'essayer de les mobiliser eux et de les faire se rendre compte finalement du caractère à la chaîne et inutile et de la machine finalement qui englobe le contentieux dont ils sont responsables. Et de voir comment, de concert avec ces gens du système de justice, on peut modifier les choses. Donc, c'est peut-être une piste à explorer là, pour la suite, parce que de fait, même en contexte criminel et non réglementaire, je peux dire pour avoir observé beaucoup de comparutions, ça se passe en 3 à 5 minutes, peut-être pas en 1 minute, mais en 3 à 5 minutes, les comparutions, l'inscription de plaidoyer, de culpabilité, etc. Et là, tu as des droits constitutionnels qui sont violés un après l'autre, présomption d'innocence, etc. Et ils ne sont pas mis de l'avant. Par contre, les acteurs au quotidien qui voient ça dérouler devant eux nous ont semblé plus réceptifs à des idées de réforme. C'est une façon de les impliquer finalement dans la solution. Là-dessus, je peux en tout cas dire que quand je faisais les observations, les régisseurs étaient avaient souvent très envie de partager les problèmes. Quand je parle de la surcharge de travail, je pense que si je m'en suis des régisseurs, je m'en suis notamment rendu compte, parce qu'ils m'en parlaient informellement, évidemment, également, mais je pense qu'eux aussi se rendent compte de la difficulté à faire correctement leur travail. Après, c'est comme tout, hein, c'est qu'il y en a qui sont très réceptifs, et il y a des propos qui sont tenus dans les salles d'audience qui sont absolument scandaleux, et d'une violence, d'un racisme, et ça existe. J'ai des extraits, c'est des extraits de notes, mais c'est absolument intolérable aussi la façon dont on a banalisé en tout cas ce processus, et à quel point on infantilise les mauvais payeurs sans même les connaître. Oui, moi je pense aussi que c'est une piste, mais pour reprendre le truc de Philippe, je pense aussi que c'est politique, mais je suis un peu. Peut-être que c'est parce que je suis fatigué, je me suis levé très tôt, mais là je suis un peu défaitiste. Ça fait? Non, je crois que ça a répondu. C'est bon. Oui. C'est un peu ce que vous avez dit tantôt, comme quoi on aurait tendance à croire que c'est parce que les gens ont perdu leur emploi qu'ils sont dans la possibilité de payer leur loyer, mais que vous êtes rendu compte que c'est plutôt le contraire. Donc, les décisions, en fait, faisaient en sorte que souvent les gens perdaient leur emploi. À quel niveau, donc, qu'est-ce qui fait en sorte que les gens, dans ces études-là, démontrent que les gens perdent leur emploi? Alors, c'est une étude qui est réalisée par un professeur d'Harvard qui a fait en fait quelque chose de génial. Pendant 4 ou 5 ans, je crois, il a vécu aussi dans des quartiers pauvres, enfin, ça a l'air d'être quelqu'un d'investi, et il a tout compilé. Il a compilé sa vie de quartier, donc dans un quartier pauvre, pour faire des suivis des récits de vie des personnes, et il a compilé les dossiers au tribunal, il a fait des observations,
Et c'est, à mon avis, la plus grosse, la meilleure étude qui a jamais été réalisée, puisqu'elle est sur longtemps. Et depuis, il questionne plein d'objets comme ça en lien avec les expulsions, le logement, etc. Et il montre que en fait, il fait des statistiques à partir de sa base de données, et puis il y a des qui l'aident, hein, mais où il montre que dans les récidives, plus tu as une expérience d'expulsion, plus tu as des chances de perdre du travail. Et alors, dans les récidives, alors évidemment, c'est pas souvent quantifié ni qualifié. Est-ce que c'est crédible, vous ne savez pas. C'est comme ça, en tout cas, que tu peux commencer à avoir des données, parce que c'est très dur de faire un suivi. Mais on retrouve la même chose dans l'étude de 2009 ou 2010 qui a été réalisée à Toronto par McDonald, qui a pris des échantillons, mais je pense que ça se passe sur 50 entretiens long terme, mais sur des récits de vie sur assez longtemps, et qui montrent ce lien étroit entre la précarité de logement et la perte de travail. Parce que souvent, c'est ça qui est troublant, c'est qu'on voit que tous ces gens travaillent. En fait, ils travaillent, mais dans des travaux tellement précaires que... j'ai donné un autre exemple qui a le temps dont je voulais parler, mais pour montrer que, par exemple, aux États-Unis, cette étude sur les femmes noires racisées, toutes ces femmes-là, si elles sont davantage expulsées que les hommes, c'est pour des raisons bassement matérielles. C'est en fait leur sécurité économique, de manière paradoxale, c'est leur certaine sécurité économique qui fait en sorte qu'elles sont davantage expulsées. Pourquoi? Parce que, les propriétaires préfèrent louer aux femmes qui ont des revenus, que ce soit stables généralement, que ce soit des prestations sociales ou via leur travail, de femmes de ménage, de caissières, de machin. Et donc là, ils savent qu'il y a un revenu déclaré et officiel, tandis que les hommes précaires des noirs dans les quartiers noirs se retrouvent avec des casiers judiciaires. Donc déjà, ça c'est rédhibitoire pour dans l'immense majorité des cas. Et en plus, non pas de travail déclaré, très souvent, c'est du travail au noir, alors que les femmes sont tenues via des mécanismes, par exemple, pour toucher tes aides de prestations sociales, tu fais des déclarations de revenus, donc elles sont obligées de travailler un minimum d'heures, des fois, tu vois, ce qu'elles peuvent, pour toucher les prestations sociales. Donc tu vois, c'est ça qui explique le fait qu'il y a un lien étroit entre la perte de logement, parce que si la femme qui se retrouve dans les... je crois que c'est à 80% des cas, par exemple, au Québec, je crois, qui se retrouve avec la garde des enfants, si tu perds ton logement, ben, t'as plus de moyen de t'occuper de ton enfant, ou de faire garder, ou quoi que ce soit. Je sais pas si ça répond à ta question. Je ne sais pas si vous aurez la réponse. C'est parce que depuis tantôt, je me questionne sur ce chiffre référent que vous avez donné de cas qui sont entendus, ou du moins de plaintes. Je ne sais pas s'ils sont tous entendus, mais de plaintes. C'était 30 000, je pense, que vous avez dit? Entre 30 000 et 50 000 demandes par an depuis 1980. Ben, c'est ça. Ça me semble... tu sais, je ne connais rien du tout là-dedans, mais pour une petite, tu sais, sur une toute petite population, qui est le Québec, ça me semble quand même un gros chiffre. Et là, je me questionne à savoir qu'est-ce qui fait que ce chiffre est si élevé. Puis évidemment, plus le chiffre est gros, plus il y a d'engorgement, plus c'est long, plus les délais sont longs, donc plus on est enclin à passer les dossiers aux 2 minutes, je suppose, parce qu'à un moment donné, il faut faire avec ce qu'on a. Qu'est-ce qui fait qu'on a plus? Est-ce que c'est justement le fait que c'est si facile pour un propriétaire d'obtenir gain de cause qui fait qu'il y a beaucoup de demandes, ou est-ce que dans d'autres juridictions c'est plus difficile, les propriétaires sont plus enclins à négocier d'abord, ou sont... Qu'est-ce qui fait ça? C'est une excellente question. J'arrive pas à le comprendre. Ce que je peux dire, c'est qu'il y a des choses absurdes aussi qui se passent. L'exemple que je vous ai donné sur le Nunavik, où là c'est l'administration publique québécoise qui loge n'importe comment, mais dans des conditions honteuses, les Inuits, et qui depuis 10 ans produit à la chaîne des jugements qui ne sont pas exécutés, et qui ne sont pas exécutables. On ne peut pas expulser les 11 000 Inuits comme ça du jour au lendemain, mais qui fait ça pour avoir en fait une menace constante sur le dos des locataires Inuits. Donc ça c'est pour expliquer par exemple quand même que chaque année il y a 1000 dossiers. Comment l'expliquer ça? Je me suis posé la question, j'avais eu un rendez-vous avec le vice-président de la régie du logement, et il y a des choses troublantes, j'en sais rien si c'est vrai ou si ça peut expliquer, mais c'est que les régisseurs ils doivent faire un certain nombre de dossiers. Par exemple, donc lui il me dit, par exemple ceux qui entendent les cas au Nunavik, ils sont tout contents,
Parce qu'ils ont leurs 1000 dossiers qui vont être rendus en une journée d'audience, puisqu'ils ne sont pas là en face, et en plus c'est par vidéoconférence. Donc là, il se retrouve, il a fait quand même un bon quota d'affaires. Est-ce que c'est ça qui explique? C'est pas eux qui font, c'est pas les régisseurs qui déposent la plainte, mais est-ce qu'il n'y a pas la même logique à l'office municipal d'habitation en disant tiens, il faut que tu ailles faire du recouvrement, quoi qu'il arrive, peu importe les conséquences? Je veux dire qu'il y a une logique managériale, il y a beaucoup d'études là-dessus sur ce recours au management de la justice. Est-ce que ça participe à expliquer ça? Enfin, ça, c'est du côté des propriétaires publics. Du côté des propriétaires privés, une autre chose que je peux raconter, c'est que dans ce qu'on voit, c'est qu'il y a beaucoup peut-être de plus en plus, mais ça je ne sais pas, mais j'ai l'impression, de représentants d'entreprises, enfin de compagnies qui possèdent plusieurs logements, beaucoup de logements. Et ce qu'on sait, c'est que dans ces compagnies de logements, il y a un gestionnaire, et lui, il applique des principes à la règle. C'est pas comme le propriétaire d'un immeuble qui veut son locataire, mais il va se faire des enfants. Il veut, lui, 3 semaines de retard, la lettre est automatique. Peu importe que le logement soit inondé, peu importe qu'il y ait des punaises, peu importe que la personne soit morte, hein, même, paf, ça part, et c'est automatique au bout de 3 semaines. Donc il y a une automaticité des plaintes déposées par, en tout cas, certaines compagnies qui possèdent des logements. C'est les deux seuls éléments que je peux apporter comme réponse pour expliquer ce que. Et vous avez expliqué, sous-question, deuxième question, vous avez expliqué que c'est expéditif, là, on ne se pose pas beaucoup de questions, voici le jugement, merci, bonsoir. Mais est-ce que, et vous avez dit qu'il n'y a pas grand-chose qu'on peut évoquer si on est l'expédié, là, il n'y a pas grand-chose qu'on peut évoquer pour se défendre. Est-ce qu'il peut peut-être y avoir, parce que je me dis, je sais pas, moi j'ai déjà connu la crise du verglas en 98 où pendant 3 semaines il n'y avait pas d'électricité, les gens ne travaillaient pas, on se demandait s'il allait avoir assez d'eau courante, assez d'eau potable pour la ville. J'ai de la misère à croire où il n'y aurait pas, j'ai de la misère à penser qu'il n'y aurait pas des situations où quand même on comprendrait que oui, c'est lourd. Oui, bien sûr. Alors, et là, c'est vrai que vous me faites penser que parce que je suis fatigué, je pense. Mais normalement, je suis plutôt conquérant et j'aime bien me battre. Et donc, oui, il y a des moyens de lutter. Il y aurait des moyens très efficaces. Mais justement, il y aurait besoin d'aide juridique et l'aide juridique n'est pas là. Mais, pour les avocats, par exemple, moi, je serais saisi d'un dossier de n'importe qui est en empêchement. Je dis, ok, bouge pas. On va faire une demande pour travaux. On va dire que ton logement il est pas salubre. Ce qui est tout à fait possible, puisque 30% des logements au Québec ont des problèmes de moisissure, par exemple. Vous voyez, ça va très vite. Donc j'ai plein d'arguments pour dire, tiens, il poursuit, ben, tiens, on va lui faire au moins mettre aux normes son appartement. Là, le problème, c'est-à-dire que moi aussi j'ai une plainte. Et donc moi aussi j'ai un dossier que doit entendre le régisseur. Mais avec cette histoire de classement que je vous ai expliqué, la cause entendue en non-paiement passe avant. Si j'ai pas un avocat qui demande la réunion des dossiers, et puis là il faudrait qu'en plus, parce qu'il la refuse, il y a des jugements qu'on appelle, à la Cour du Québec, pardon, où les magistrats refusent cette fusion, parce que vous voyez bien, si vous avez une personne qui vient contester et qui commence à contester, vos statistiques ou votre délai ou votre temps de travail devient complètement surréaliste. Donc à moins qu'on réussisse la réunion des demandes, et ça j'ai aucune donnée statistique sur la réunion des demandes, j'aimerais bien, mais j'en ai pas, il n'y a aucun moyen pour faire votre cas de force majeure. Il y en a un autre moyen qui est peu utilisé, c'est l'exception d'une exécution. Et ça, c'est quasiment tout le temps rejeté. Toute la jurisprudence qui est citée dit vous n'avez pas le droit de vous faire justice vous-même, et ça les régisseurs le disent à chaque fois. Mais par contre, si on a un peu bossé, on sort un jugement de la Cour du Québec et qui dit le régisseur est tenu de comprendre pourquoi le loyer est retenu, minimalement, et de le motiver. Ça, c'est dans un jugement, on le trouve, il est rarement cité, mais devant la Cour du Québec, quand même, les juges qui se retrouvent confrontés à cette réalité doivent souvent se prononcer, par exemple, sur la suspension ou non du bref d'expulsion. Pour se prononcer là-dessus, ils doivent minimalement comprendre ce qui va arriver au locataire, pourquoi il en est là. Et donc là, quand ils sont confrontés à ça, ils disent mais pourquoi la régie, enfin, c'est mon interprétation, mais c'est ce que j'ai vu, mais pourquoi la régie, ils ne se sont pas penchés sur ce moyen de défense de voilà, moi je vais vous expliquer comment ça se passait. Je dis c'est pas quelque chose qui est très fréquemment invoqué. Les locataires ne sont pas là, les avocats ne sont pas là, le régisseur peut accorder un délai. Pourtant, l'un des objectifs de l'exception de l'exécution, c'est justement
parce qu'au début, j'enseignais ça, puis maintenant, c'est justement que les gens, qu'on instrumentalise, non, je ne dirais pas ça, mais qu'on n'aille pas jusqu'à devant les tribunaux, qu'on puisse justement, ça donne un moyen efficace à la personne de ne pas exécuter ses obligations lorsque l'autre ne l'exécute pas. C'est fait pour ça. Non, mais il y a une exception en matière de louage qui est à ce qu'on doit consigner le montant du bail En fait, il y a la possibilité de du logement. Et là, si le locataire consigne son loyer, là, il ne pourra pas être expulsé pour cause de non-paiement. Parce que la consignation a cet effet-là d'écouter ou de présumer un paiement. Mais c'est encore une mauvaise connaissance des locataires du droit, puis c'est assez complexe aussi de se retrouver et d'avoir des informations à la régie du logement. Je ne sais pas si vous l'avez perçu dans vos recherches. Est-ce que vous sentez que les fonctionnaires ou les employés à la régie du logement étaient compétents? Là-dessus, le réclame voulait absolument que je fasse une étude sur la partialité, les problèmes de formation. Moi, j'ai refusé. C'est vrai que tous les comités logement nous rapportent que c'est notre territoire. En ce moment, là, dans la dynamique actuelle, m'attaquer individuellement à la partialité, par exemple, de magistrat, je trouve que c'est positif. Sur les travailleurs de la régie du logement, au moment où il y a des coupures dans les services publics, je ne me sentais pas de me dire que c'était de faire le constat, ça ne m'intéresse pas en fait. De me dire que moi non plus, je ne me sens pas très compétent, je n'ai pas très envie qu'on me dise est-ce que vous avez vu si Martin Gagné est compétent ou pas. J'en ai marre de très gagner, donc je ne vais pas le faire pour les autres. Après, sur le dépôt, je suis entièrement d'accord, hein. Il y a effectivement certains régisseurs qui vont dire vous n'avez pas à vous faire justice vous-même, vous aurez dû faire un cours et vous pourriez déposer votre demande. Il n'empêche que, ça, c'est d'ailleurs un débat à la Cour du Québec qu'on appelle, parce qu'il y en a qui disent non, tu peux toujours l'invoquer, et puis d'autres qui vont dire non, tu n'avais qu'à déposer ton. Si tu es de bonne foi, tu aurais dû déposer ton. Mais je dis que ça peut se plaider et de dire retenir un loyer. Par exemple, tu peux très bien dire si tu as un peu d'argent de côté pour dire qu'au moins un loyer, tu vas le consigner. Évidemment que ça t'aide à trouver ta bonne foi. Il y a quelque chose de très intéressant à souligner quand tu disais pour les femmes noires, l'expulsion des femmes noires, c'est la prison et des hommes noirs aux États-Unis, non, je sais quelle ville particulière. Parce que quand même, évidemment, on se en discuter de solutions techniques à des problèmes, mais évidemment, sans bien que le problème structurel, c'est que l'expulsion, c'est la fin du système social. C'est comme la prison à la fin du système social, jusqu'à un certain point, c'est de se dire, si on fait une sociologie des gens qui sont dans les prisons, qui n'ont aucun lien avec des problèmes sociaux de près ou loin, mais si on fait d'un niveau macro-social, il est clair qu'une bonne partie de la population est là parce qu'on se demande ce qu'ils pourraient faire pour gagner leur vie, qui ne soit pas une violation du droit. En réalité, la construction du droit, comme à un moment donné, on est tellement bas dans la capacité de ce qu'on peut faire que tout devient illégal et par d'autre, ça devient les seuls moyens de faire autre chose. Toutes les fraudes sociales, tous les gens qui font des études fascinantes sur les fraudes sociales, les gens qui se retrouvent en prison pour fraude sociale pour avoir par exemple cumulé un revenu en noir et une allocation de l'État, puis on se retrouve quand on fait le total de ce qu'ils ont, avec ce qu'ils ont en blanc et en noir, et on se rend compte qu'en réalité, ils sont encore largement en dessous du seuil de pauvreté, et on leur quand même les condamner pour fraude sociale. Forcément, parce que la fraude sociale est commise, personne n'en discute, là aussi, le paiement, il n'est pas fait. Donc, le problème, c'est qu'aussi, tu sens qu'il y a un truc plus global de si le système construit quelque chose, qu'est-ce qui reste comme possibilité, à part ne pas payer, ou alors, en fait, commettre un délit. Donc, c'est aussi la possibilité d'un système politique de se poser la question de ce qu'il est possible aux gens de faire pour survivre et avoir notamment un logement, de construire le système dans l'autre sens. Non, mais ça, je veux dire, c'est juste parce que, évidemment, c'est pas quelque chose qui est possible vraiment de faire dans un rapport plus technique et qui vise à améliorer la situation du logement, soit un point concret, mais bon, c'est vrai que c'est comme toi, tu l'as mentionné, l'expulsion comme, disons, la fin du système social, je trouve que c'était un dire quand même un peu fort. C'est la judiciarisation des problèmes sociaux. Oui, c'est ça. Il y a ça, mais il y a des choses troublantes. C'est-à-dire que quand on dit que c'est des fraudeurs, par exemple, et la chose qui est troublante, c'est qu'avec cette étude sur les femmes noires, on se rend compte que, elles ne fraudent pas parce qu'elles sont tellement contrôlées par les mécanismes de prestations sociales qu'il n'y a pas en fait, il y a très peu de fraude. Et c'est absolument nécessaire de ne pas frauder si tu veux absolument pouvoir continuer à travailler, garder tes enfants, comme il y a en plus des mécanismes de délation très forts dans les immeubles qui sont mis en place par les services sociaux.
En fait, il n'y a même pas de fraude. Bizarrement, ce contentieux sur le logement, ça se traduit davantage par un recours au travail fraudé des hommes qui vont se retrouver, par exemple, pour payer le loyer. Ça, je l'avais vu quand on avait fait là au Québec. On avait fait le FRAPRU, on invitait à faire une commission populaire itinérante, on s'est baladé un peu partout. Et on voyait que les hommes, par exemple, faisaient très souvent des petits boulots supplémentaires de jardinage, de restauration pour les propriétaires. Donc, c'est complètement illégal, tu vois, c'est complètement de la fraude, du travail au noir, etc. Et alors que pas du tout du côté des femmes qui se serraient la ceinture, qui essayaient de recevoir. Donc c'est horrible parce que c'est des situations encore plus dramatiques où il n'y a aucune porte de sortie pour payer le loyer. Alors ça amène évidemment des tensions. Dans l'étude dont je vous parlais là, sur les femmes noires, le gars qui a fait l'étude dit j'ai pas vu de cas de prostitution par exemple pour payer le loyer. Il dit si, c'est arrivé dans 3 cas, et dans les 3 cas, elles sont quand même fait expulser par la suite. Donc on ne sait pas comment ça se passe. Mais au Québec, quand on a fait la commission populaire, c'était incroyable les larmes qu'on entendait de jeunes filles, mais vraiment des jeunes étudiantes, de vieilles dames qui disaient des atrocités sur ce qu'on est prêt à faire pour payer le loyer garde sous. Je réponds un peu de manière confuse, mais si tu veux. Bonjour, je m'appelle Mani. Excusez le retard, c'est très intéressant le peu d'informations que j'ai eu à attraper. Je voudrais vous poser la question, d'après vous, pour la réforme du régime du logement, dans vos projections à vous, combien d'années vous pensez que ça va aboutir, juste pour, dans votre opinion à vous? C'est marrant parce que moi, mon opinion, j'en ai pas beaucoup et puis elle n'est pas très légitime, mais ce qui est marrant, c'est un régisseur, ou je crois que c'est un régisseur, qui m'avait dit, vous vous rendez compte que s'il y a un domaine juridique qui n'a pas changé en 50 ans, c'est le domaine du contentieux locatif. Il n'y a aucune disposition quasi. Les dispositions qui sont adoptées depuis 50 ans sont microscopiques. Alors des fois, il y a des acquis importants, par exemple pour protéger une femme victime de violence conjugale, le fait qu'elle peut quitter son logement après avoir payé que 2 mois de loyer, c'est scandaleux, mais bref, il y a des acquis, il y a des victoires, mais je ne sais pas, par rapport à l'enjeu dont on parle, je trouve que c'est microscopique. J'essaye pas du tout de minimiser les luttes, vraiment pas. Je sais pas, j'ai aucune. Non, c'est très bien. Merci de m'avoir. Alors, je vais remercier le conférencier parce que le temps file et j'étais absorbée par la discussion, je n'ai pas vu. Alors, merci beaucoup à Martin Gallier pour cette présentation fort intéressante et un petit cadeau de la section de droit.